Bologne, 2 h du matin. Nous sommes dans le temple de la prostitution. Nous allons vous montrer ce soir comment des milliers de filles, issues le plus souvent d'Europe de l'Est, sont vendues et jetées sur les trottoirs de Paris ou d'ailleurs pour enrichir les réseaux de prostitution. Allez, je te le vois là. Pour alimenter leurs caisses en argent frais, les trafiquants exploitent ici en France des mineurs à des fins criminelles. Les mineurs sont recrutés dans leur pays d'origine. Une fois en France, les trafiquants leur confisquent leur passeport et les forcent à voler. Les voici ici en pleine action, à un coup de tournevis, et c'est le jackpot. Sur un an, ces mini-casses ont représenté un manque à gagner de 13 millions d'euros pour la mairie de Paris. En août, 1 h du matin, nous découvrons un étrange manège dans une rame de métro. Encore une fois, nous gênons. Visiblement, cet homme n'a pas la conscience tranquille. Il récupère 2 filles d'origine moldave. Nul doute qu'avec de telles tenues, il les amène sur le trottoir. Nous tentons de les interroger sans succès. Vous étiez où? En août, le stationnement est gratuit à Paris, les eurodateurs sont vides. Il faut donc trouver un autre moyen de faire de l'argent. Les jeunes sont alors contraints de se prostituer. Porte Dauphine, quartier général de la prostitution masculine. Dès 17 h, des chefs de réseau déposent sur le trottoir des adolescents. À 2 h du matin, nous rencontrons un pilleur d'eurodateurs reconverti en prostituée. Je viens ici pour gagner un peu d'argent. Je travaille pour, par exemple, pour un major. Le major est en voiture, après il est ici, après le matin à 4 h, 5 h, je vais avec la voiture. Et avant, qu'est-ce que tu faisais? Avant, je travaille. Où? Dans la rodateur. Ils sont finis plus l'argent. Où? Dans la rodateur. T'as gagné beaucoup d'argent, le rodateur? 30 000 €. Jamais vu dans l'histoire du patinage artistique. L'affaire de South Lake City révèle au grand jour les pratiques du milieu du patinage. Un système de notation subjectif qui favorise le lobbying, les tractations et les trafics d'influence. Alors que l'affaire de South Lake City est officiellement close depuis 6 mois, Alizam Toptakunov est arrêté par la police italienne. Le FBI le soupçonne d'avoir organisé un arrangement entre la fédération russe et la fédération française pour faire gagner les Russes aux Jeux Olympiques. Mais Alizam Toptakunov n'est pas n'importe qui. Ce serait une grosse pointure du crime organisé, un parrain de la mafia russe. Cette affaire illustre comment le crime organisé parvient à séduire et à corrompre. Même le monde olympique n'est pas épargné. En surface, 2 jeunes Albanaises viennent d'être déposées par un proxénète. Elles se donnent en spectacle, tout est bon pour se faire remarquer et attirer le maximum de clients. Mais derrière ce semblant de joie se cache une réalité bien plus sordide. L'appât du gain pousse les proxénètes à une extrême cruauté. Nous faisons connaissance avec Manuela. Depuis 4 mois, elle vit un calvaire sous prétexte qu'elle ne rapporte pas assez d'argent. Son macro la torture sans relâche. Seule la drogue et l'alcool l'aident à tenir le coup. Elle accepte de nous parler. Elle nous montre ses blessures, son visage découpé au cutter, son corps mutilé. Jusqu'à ici. Pour toi. Aujourd'hui. Ici. Hein? Ici. Avec quoi? Avec le couteau? Oui. Ici. Hein? Ici. 4 mois. Tu m'as fait rien. Mais aujourd'hui, moi, t'es doué. Bah! Manuela quitte précipitamment notre véhicule, son proxénète n'est pas loin. Ce sont des sociétés criminelles qui exploitent des milliers de femmes. Au départ, ils enlèvent les filles dans des villages reculés. Ou alors, ils les recrutent en leur promettant l'Eldorado. Puis les filles sont séquestrées en Albanie dans de véritables centres de dressage. Elles doivent être soumises et dociles avant d'aller sur le trottoir. Depuis 5 ans, des gangs de proxénètes albanais fournissent activement l'Europe occidentale en jeunes filles.
Pour avoir une idée de ce que devient l'argent des cambriolages, nous nous rendons en Roumanie. Avec l'aide de la gendarmerie roumaine, nous partons sur la piste de Romas. Écroué à Nantes, il aurait brassé en un an près de 800 000 €. Nos indications nous emmènent dans un village à la frontière avec la Serbie. Au commissariat local, nous obtenons des informations sur Romas et ses complices. Il n'est pas connu des autorités locales, mais bizarrement, sa famille habite depuis peu dans un quartier particulier, celui des nouveaux riches. Au milieu des vieilles voitures et des mules, de grosses cylindrées immatriculées en France. Nous retrouvons la maison du bras droit de Romas. La voici. Une maison estimée à 400 000 €, ce qui là-bas représente 3 vies de salaire. Ses parents affirment l'avoir construite avec les revenus du foyer, soit 150 € par mois. Aujourd'hui, les polices s'organisent partout en Europe contre le crime organisé. Mais la guerre est loin d'être gagnée. 14 h, les gendarmes défèrent au parquet d'Avignon l'un d'entre eux. Il s'appelle Xiantia. C'est un ingénieur de 25 ans. Il vient de tomber pour escroquerie en bande organisée. À son domicile, les enquêteurs ont retrouvé de quoi fabriquer une escarde. Xiantia faisait partie de ce vaste réseau. À sa tête, les deux cerveaux, Zener et Seka France, arrêtés en décembre dernier. Chez l'un d'entre eux, les gendarmes ont retrouvé une escarde et beaucoup d'argent liquide. Au sein de cette organisation, une armée d'ingénieurs, au total 13 personnes, ils diffusaient en toute illégalité le mode d'emploi pour fabriquer cette fameuse carte. Mais à qui profite donc la escarde? Avant tout, à deux petits délinquants appâtés par le gain. Après plusieurs semaines de contacts et de négociations, nous avons réussi à retrouver l'un d'entre eux. Il s'appelle Tony, il a 22 ans, il a accepté de nous rencontrer et de nous parler de son nouveau business. Je me procure une carte. Avec cette carte-là, je vais dans une cité. Je demande aux jeunes qui veulent faire son plein d'essence à moitié prix. Je les emmène dans une station essence. Arrivé à la station, ils mettent tous le plein. Moi, je paye avec la carte, donc cette carte-là. Et ensuite, les personnes me donnent le liquide. Mais moitié prix. Si un plein est à 300 francs, ils me donnent 150 francs. Un cas isolé, car aujourd'hui, avec un vrai chèque, vous n'êtes pas à l'abri des fraudeurs. Depuis plusieurs années, les fraudes aux chèques sont en constante augmentation. Selon les associations, un chèque sur 300 fait l'objet d'une fraude. Le préjudice est d'1 milliard d'euros, sans parler du drame pour les victimes. Des escrocs habiles de leurs mains maquillent d'authentiques chèques en rajoutant plusieurs zéros et en changeant le nom du bénéficiaire. Falsifier un chèque sans laisser aucune trace, seuls des professionnels sont capables d'une telle performance. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré ce que les policiers appellent un artiste. Il connaît bien les techniques de la délinquance bancaire. Nous lui demandons de transformer ce chèque de 200 €. On va modifier le montant, le bénéficiaire. Ça va nous prendre à peu près 3/4 d'heure avec un très peu d'outillage. Pour des raisons évidentes, nous ne montrerons pas les étapes de son travail. Mais en 45 minutes, notre chèque de 200 € au départ vaut désormais 12 000 €. Même l'ordre échangé, ce chèque falsifié pourrait être encaissé. Donc avec ce chèque falsifié, il ne me reste plus qu'à aller ouvrir un compte en banque avec des faux papiers et à déposer le chèque au guichet pour l'encaisser.